Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous juste après le déjeuner. Je sais que ça peut être. Merci pour les micros. Je sais que ça peut être un peu compliqué, mais bon. Donc aujourd'hui, la thématique de notre table ronde, donc sur Ready4IT, vous le voyez, et on aura cette seule slide avec nos têtes. Donc voilà, il faudra s'y faire, mais on a perdu les talents. Donc comment gérer ces ressources dans un marché IT ultra tendu? Si vous avez des questions. On aura quelques minutes à la fin, évidemment, pour faire une petite session de questions-réponses. Alors, il n'y aura pas de micro, mais je pense que même sans micro, on s'entendra toutes et tous comme il faut. Je pense, donc ça devrait aller. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions. En tout cas, on se gardera quelques minutes. Donc, qui est avec moi aujourd'hui pour cette table ronde? Vous les voyez, ils sont là. Delphine, Thomas et Camille. Je vous présente du coup rapidement tous les trois, puis comme ça, après, on peut attaquer le vif du sujet, c'est fait. Donc, on commence par Camille, qui est sur notre gauche, donc, qui est une chercheuse en neurosciences, Camille, en neurosciences cognitives, spécialisée dans les biais cognitifs. Donc, alors, après avoir enseigné et mené des recherches dans des institutions comme Harvard ou l'école normale sup, eh bien, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat avec pour mission de résoudre le problème des biais dans le recrutement en utilisant quoi? En utilisant les sciences cognitives et la gamification. On en reparlera évidemment parce que c'est très intéressant comme sujet. Et vous avez créé Goshaba, qui est une entreprise qui aide les autres entreprises à mesurer les compétences dites non techniques des candidats en utilisant donc des outils de mesure, on le disait tout à l'heure, non biaisés. Et vous cherchez en fait à donner aux individus, aux candidats, la chance de pouvoir être jugés de manière juste pour qu'ils puissent exploiter leur plein potentiel. Donc bienvenue Camille, merci d'être avec nous. Et puis bonjour Thomas, qui est ici au centre, diplômé de l'ESCP, donc Thomas Houdaille, qui est un entrepreneur. Alors, on est de Marseille tous les deux, qui est un entrepreneur spécialisé dans les technologies. Ouais, je me permets de raconter un peu nos vies. Dans les technologies et leur impact sur la société. Donc vous avez passé 15 ans dans le monde du conseil digital, vous dirigez un think tank européen, une start-up politique. Ensuite, vous vous spécialisez dans la formation et l'accompagnement des entreprises comme dirigeants de The Camp, qu'on connaît, je pense, toutes et tous ici, qui se situe pas très loin d'ici, à Aix-en-Provence. Et puis comme associé aujourd'hui à La Plateforme, dont on a entendu parler, qui est une grande école du numérique inclusif. Donc bienvenue à vous. Merci. Et puis, juste à ma gauche, nous avons Delphine. Bonjour Delphine, qui est diplômée donc de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur en protection des entreprises et intelligence économique. Delphine qui est une experte reconnue dans la gestion des risques cyber, on peut le dire. Exact. Dans un parcours donc qui comporte un passage donc d'abord au sein de la Marine nationale en tant qu'adjointe du RSSI de l'état-major, puis près de 3 ans comme RSSI de la délégation interministérielle des interceptions judiciaires. Vous avez aussi œuvré à des sujets plus doctrinaux, plus normatifs, à l'occasion donc de votre passage chez Kinectis ou à l'ANSSI, au sein du bureau maîtrise des risques et réglementations, où vous étiez en charge du développement du cadre méthodologique du management des risques numériques et de ses applications. Et aujourd'hui, vous êtes chargé de mission, cadre réglementaire de la sécurité numérique au sein de la direction cybersécurité du groupe La Poste. Donc, les thématiques et questions que nous allons aborder aujourd'hui, on sait que grosso modo, le marché de l'IT est tendu, je ne vous apprends rien, avec donc une très forte demande des talents qui sont qualifiés et une offre limitée de professionnels en retour, une vraie dissonance entre l'offre et la demande. Je ne vous apprends rien, certes, et ça peut être quand même un défi aujourd'hui pour les entreprises, donc les organisations qui cherchent à embaucher des compétences, des personnes compétentes pour leurs projets et à maintenir leur équipe aussi actuelle en place. Et donc partant de ce constat, quelles sont les solutions? C'est la grande question qu'on va se poser. On va tenter d'y répondre ensemble. Et d'abord, une première question pour poser un petit peu le décor. Chacun à votre mesure, vous allez pouvoir nous dire, Delphine, Thomas et Camille, les principaux défis que vous avez rencontrés ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, que vous rencontrez, que l'on vous fait remonter aussi pour l'embauche des talents dans l'IT. Delphine, je vous donne la parole. Oui. Aujourd'hui, le contexte en tension fait qu'on a un rapport de force qui s'est renversé entre
les entreprises et les employés en termes d'offres et de demandes. Aujourd'hui, pour moi, le vrai challenge qu'on doit relever, c'est la fidélisation des ressources humaines et la conservation de nos compétences propres en interne, afin justement que nos talents quittent pas l'entreprise. On a également, vous le disiez, beaucoup trop d'offres sur le marché par rapport à des étudiants, par rapport au nombre d'étudiants formés. Donc là, effectivement, on a un complet déséquilibre sur le marché aujourd'hui. Mmh. Alors c'est intéressant, vous parliez de la fidélisation, on va en reparler aussi tout à l'heure. Camille, de votre côté Oui, donc nous on voit ça. Alors pour préciser, nous on a comme clientèle plutôt des grands comptes. Là on lance une offre ETI, mais dont on a McDo, Orange, Accenture, ce type de boîtes comme clients. Et ce qu'on voit, c'est effectivement, comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une pénurie. Cette pénurie, alors il y a tout un sujet sur est-ce qu'il y a réellement une pénurie en fait. C'est-à-dire que quand on dit pénurie, ça veut dire que les personnes... nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des personnes qui ont les compétences et qui pourraient être recrutées, mais qui ne sont pas identifiées comme étant potentiellement des bons talents. Donc, c'est ce qu'on fait avec Gochaba, c'est qu'on identifie des potentiels qui ne sont pas identifiables sur la base du CV. En mesurant... donc, nous, on mesure les compétences cognitives. Donc, il y a un sujet de... Quand on parle de pénurie, peut-être se poser la question de est-ce que les fiches de poste ne sont pas un peu trop restrictives ? Est-ce qu'il n'y a pas des talents qu'on oublie ? Il y a un deuxième aspect qui est comment on donne envie en fait, aux talents de venir. Donc nous, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de concurrence entre entreprises. Qu'est-ce qui va faire qu'un talent va venir dans une entreprise plutôt qu'une autre ? Je pourrais en parler des heures, donc je vais faire court. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de prendre en compte que les talents ont des attentes qui sont liées aux contraintes actuelles. Donc les gens ne viennent pas chercher juste un bon salaire et des collègues sympas, ils viennent aussi chercher une entreprise qui leur permet de trouver du sens dans leur travail. Le sens, ça ne veut pas forcément dire travailler pour une entreprise qui va sauver la planète, ça veut aussi dire avoir du sens dans son métier, c'est-à-dire ce que je fais au quotidien, est-ce que ça sert, est-ce que c'est utile, est-ce que les collègues s'en servent, etc. Et après, il y a la dimension du sens, évidemment, qui va jusqu'à l'impact qu'on va donner, que la société a que l'entreprise a sur le monde. Bon, voilà, je dirais au moins ça. Et après, par rapport à la fidélisation, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que les métiers changent vraiment de plus en plus vite. Il y a une modification une évolution des métiers qui est de plus en plus rapide. Pour répondre à cette évolution des métiers qui est de plus en plus rapide, nous, ce qu'on recommande, c'est de recruter les talents sur leur potentiel d'apprentissage, sur leur potentiel d'adaptation, plutôt que sur des compétences techniques particulières. Et ça marche pour le recrutement comme pour la fidélisation, finalement. Et Thomas ? Écoutez, pour compléter le panorama, moi, je reviendrai effectivement sur un peu ce marché dont tu parlais. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, le nombre de formations pour les profils techniques, moi je suis vraiment focalisé là-dessus, le nombre de formations en enseignement supérieur n'a pas beaucoup augmenté ces 10-15 dernières années dans le public, alors que la demande a continué à augmenter. Vous êtes comme moi, un certain nombre d'avoir de l'expérience, ça fait 25 ans que moi j'étais dans des boîtes tech et on galérait pour recruter suffisamment de talents. Et donc quand on regarde, alors il y a deux nouvelles formations, deux nouvelles écoles qui se sont lancées. Nous, c'est un peu notre propos, c'est de dire, mais finalement, compte tenu de cet état de fait qui ne va pas s'arranger, la tension va continuer parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'investissements sur ces sujets du digital, de l'IT. L'approche qu'on a choisie, nous, c'est de créer finalement des talents à partir d'un certain nombre effectivement de motivations, d'éléments de base. Comment on fait pour aller sourcer des gens qui au départ n'étaient pas destinés pour plein de raisons à ces métiers-là, parce qu'il y avait des freins académiques, psychologiques, voire financiers. Donc sourcer différemment, former aussi différemment. Et je reviendrai plus tard sur ce point qui me paraît fondamental, c'est le apprendre à apprendre, parce qu'évidemment, dans la tech, ça bouge tout le temps. Donc on va prendre des compétences sur un langage et dans 2 ans, on fera autre chose. Donc c'est vraiment cette philosophie qu'on essaie d'appliquer. Et puis après, c'est aussi
je pourrais développer le volet du lien entre l'entreprise et l'école. Évidemment, ce sont des entités qui ont des vocations différentes, mais pour avoir fait une école et bosser en recrutement aussi pas mal, ce qu'on constate beaucoup, c'est que c'est quand même des mondes qui sont très séparés. Donc nous, notre pari, c'est de rapprocher l'entreprise de l'école en faisant finalement une école aussi de l'entreprise, où les entreprises vont pouvoir venir évidemment sourcer des talents, mais aussi construire un certain nombre de parcours, aider à la construction des compétences pour qu'elles soient le plus adaptées à un moment donné au marché et à des besoins spécifiques. Donc, je pourrais vous parler tout à l'heure d'un modèle d'école as a service qu'on essaye de développer avec un certain nombre de grandes entreprises pour construire des talents. Bon, très bien, les bases sont posées en tout cas. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant, en abordant, on va dire, 3 problèmes essentiels hein, aujourd'hui. Hein, donc la question de la formation, vous venez d'en parler, celle de la fidélisation des talents, qui est importante, en interne, bien sûr, et puis l'épineux problème qui vous intéresse toutes et tous, je pense, du recrutement. Et on démarre par le recrutement dans un premier temps. Quelles sont les solutions que vous voyez aujourd'hui pour améliorer tous ces process de recrutement? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous proposez? Je sais que Camille, donc, au sein de Gochaba, vous avez donc une conception toute particulière du recrutement qui est basée sur la gamification, le jeu vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, donc je vais développer un petit peu ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, mais la façon dont nous on voit le recrutement, c'est qu'on recrute un potentiel d'une personne qui a un potentiel et qui va pouvoir se déployer sur du court, moyen, long terme en entreprise. On pense que justement ce potentiel, donc il y a 2 enjeux. Un, c'est l'identifier correctement, et 2, c'est lui donner envie de rester. Sur le donner envie de rester, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'il faut vraiment partir de l'idée qu'une personne, elle reste s'il y a des bonnes raisons de rester. Donc faut partir sur des choses qui vont faire en sorte que les personnes se sentent bien dans leur job, en termes de est-ce que mon job a du sens. Sur le recrutement, donc, ce qu'on remarque, nous, ce qu'on observe, c'est que les jobs ont une durée de vie de plus en plus courte. Hein. C'est-à-dire qu'avant, une personne rentrait dans un métier, dans un poste, et y restait 30 ans. Aujourd'hui, globalement, on reste 1 an ou 2 dans un poste. Ça peut arriver de rester plus longtemps, mais c'est quand même... les gens changent de job de plus en plus souvent. Donc, cette idée de... Donc on est passé à un flux de recrutement par rapport à avant où il y avait des recrutements qui étaient ponctuels et qui duraient un moment. Donc le moment même du recrutement, il faut qu'il soit le moins douloureux possible, on va dire, ou le plus agréable possible. C'est pour ça que ce qu'on propose, nous, donc, c'est une évaluation scientifique et précise du potentiel cognitif des personnes sous forme de jeu. Parce que le jeu, c'est un langage universel qui permet de dédramatiser aussi le moment du recrutement. Alors, pourquoi c'est important de recruter sur la base des soft skills? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que comme les métiers évoluent rapidement, ce qu'on a besoin d'identifier chez un candidat potentiel ou une candidate potentielle, c'est si elle ou il va avoir la capacité d'évoluer dans ce métier, d'évoluer dans cette entreprise. Je vous dis juste concrètement à quoi ressemble un recrutement avec Gochaba. Vos candidats cliquent sur un lien, ça les amène vers une série de jeux vidéo. Ils vont jouer à des jeux où ils vont devoir amener une tortue sur une île, ils vont devoir reconnaître des émotions sur des visages, etc. Ce qu'il y a derrière, c'est 50 ans de recherche en sciences cognitives, donc un jeu qui a l'air comme ça juste ludique. En fait, il est très sérieux en termes de ce qu'il mesure. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Gochaba, il y a d'autres outils qui existent. Ce qui est important, je pense, c'est quand on ouvre un poste, c'est de vraiment se poser la question de quoi on a besoin pour ce poste-là, parce qu'on voit, nous, trop souvent des entreprises qui font des copier-coller de fiches de poste sans se rendre compte qu'en fait, peut-être le poste a évolué, ou peut-être que la première fiche de poste, elle avait des problèmes et qu'on ne les a pas identifiés. Donc, il y a vraiment ce truc de d'abord se poser la question de réellement de qui on a besoin, indépendamment du titre vraiment du poste, de qui on a besoin que cette personne fasse quelle fonction dans ce poste-là. Et à partir de là, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on va évaluer sur ce talent. Et moi, je propose de séparer en 2 choses. Il y a ce qu'on doit évaluer qui est de l'ordre du plus objectif possible, donc le potentiel. S'il y a besoin d'avoir une idée aussi sur des compétences techniques, pourquoi pas les évaluer? Nous, on pense que c'est pas forcément la priorité, mais on n'est pas les seuls à le penser d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une partie qui est vraiment de l'évaluation objective du potentiel des candidats, de ce qu'ils vont savoir faire, et une partie subjective qui est effectivement est-ce que la personne va bien s'entendre avec son manager, avec ses collègues, etc. Mais il faut essayer de ne pas tout mélanger.
Ce qu'on observe souvent dans le recrutement, c'est que c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que souvent, les managers, quand ils rencontrent des candidats, ils testent un peu tout en même temps. Donc, objectiver autant que possible la partie potentielle, donc avec nous ou d'autres outils, hein, il y en a d'autres qui existent sur le marché, je pense que c'est indispensable. Et les candidats, nous, on a un NPS candidat qui est très élevé parce que les candidats se rendent bien compte que d'être recruté sur la base d'évaluation cognitive plutôt que sur la base du CV, c'est beaucoup plus juste. Ils s'en rendent compte, hein. Au-delà du fait que l'expérience est plus agréable. Thomas, de votre côté, comment vous faites aujourd'hui évoluer vos formations ? Quels éléments vous allez prendre en compte, hein, pour davantage les faire correspondre aux besoins de ressources IT des entreprises ? Nous, finalement, c'est relativement simple. On connaît les besoins, même si, évidemment, ils évoluent en permanence, mais il y a des gros enjeux de recrutement sur des compétences cœur avec des technologies qui évoluent, mais que ce soit pour faire du développement, de la cybersécurité, de la data, du cloud. Voilà, aujourd'hui, les thématiques sur lesquelles tout le monde cherche des compétences sur le marché. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des cursus sur l'ensemble de ces spécialisations. Et le modèle, en 2 mots, hein, c'est on va prendre un peu comme l'a fait l'école 42 en son temps, des gens qui ont envie. Ils peuvent être bacheliers, avoir une expérience, être en reconversion, entre 20 et 30 ans globalement. On les fait passer dans une grosse moulinette pendant 1 an, ils apprennent toutes les bases de la tech. Ensuite, ils vont se spécialiser en dev, en data, en cyber, partir en alternance, ce qui est une façon aussi évidemment à la fois de former, de recruter pour l'école, de trouver un certain type de revenu, puisque, je ne vous ai pas dit, c'est qu'une école gratuite. Puisque un des enjeux de départ, c'est de lever les freins finalement les barrières à l'entrée sur ce type de métier. Et on va constater que des gens qui, pour des raisons culturelles, de milieux populaires, éventuellement, ne vont pas se tourner naturellement vers ce type de job. Alors que vous le savez, il y a du potentiel partout, et ça peut être quelqu'un qui n'était pas bon à l'école, et il se met à bosser, et ça devient un super développeur. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Ça se passe plutôt pas mal, parce qu'aujourd'hui, l'école a été lancée il y a 4 ans, il y a 500 élèves. Et comme on est des entrepreneurs ambitieux, qu'on veut avoir à la fois de l'impact social et économique, on vise 3000 élèves dans 4 ans, ce qui ferait, entre Aix, Marseille, Cannes, Nice, où on est en train de développer des antennes, une très grande école d'informatique. Donc notre enjeu, pour revenir un peu sur la question du recrutement, c'est évidemment d'être le plus en lien possible avec les entreprises. Moi, je discute avec beaucoup de patrons de PME, d'ETI ou de grandes entreprises sur leurs enjeux de recrutement pour essayer de travailler avec eux sur à la fois comment on adapte les besoins des entreprises dans nos cursus. Et nous, on est vraiment une boîte à outils d'ingénierie pédagogique. On est capable de lancer un cursus en 6 mois, là où dans le monde traditionnel de la formation, c'est plutôt des processus, c'est très long, c'est pas très agile comme type de structure. En général, une école, université, nous on essaie d'être un peu le nouvel acteur agile de ce point de vue-là. Donc on discute beaucoup avec les RH, on travaille beaucoup aussi sur ces approches entre guillemets de diversité, parce que oui, alors on n'a pas, nous, des profils classiques qui sortent tous du même moule avec un bac plus 5 à la fin, même si on délivre des titres de niveau bachelor, bac plus 3 ou master, bac plus 5, mais c'est vrai que c'est une grande diversité. Donc on répond aussi comme ça aux enjeux de diversité des entreprises, et donc ça passe par finalement un lien entre l'entreprise et l'école beaucoup plus important qu'il ne se fait traditionnellement. On connaît tous dans les écoles classiques, il y a des gens qui sont responsables des relations avec les entreprises. Chez nous, on a une équipe de entre guillemets, business développeurs ou commerciaux de 6 personnes pour une équipe en tout dans l'école de 50 aujourd'hui. Hein, donc c'est important, on investit beaucoup pour comprendre les besoins, faire le lien, expliquer, à la fois en interne, jouer ce rôle de passerelle. Ça nous paraît évidemment essentiel. Et autant que, on dirait, nous c'est notre façon de répondre à la problématique. C'est vrai que, de toute façon, cette partie soft skills et potentiels, elle est clé, on le sait tous, mais c'est vrai aussi que dans le milieu de l'informatique en particulier, il faut avoir des bases techniques pour savoir de quoi on parle et avoir pratiqué. Et donc nous, les élèves, ils pratiquent en permanence. Hein. C'est une école aussi où il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours. C'est le rêve pour ceux qui n'étaient pas très bons au lycée, parce qu'on leur dit de faire des projets. Donc, ils arrivent, ils vont faire du dev, ils vont développer des choses, des systèmes de cyber, ils mettent tout ça en place, puis au bout d'un certain temps, ils partent en entreprise.
Bon, c'est intéressant en tout cas parce que vous avez vraiment 3 profils complémentaires et maintenant on se demande côté entreprise comment ça marche, Delphine, au sein du groupe La Poste. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait aujourd'hui être mieux fait pour résoudre ce problème du recrutement, si tant est qu'on puisse le résoudre véritablement? Oui, alors je pense que ça passe par la communication. Travailler sur l'image en fait de la place de l'IT dans l'entreprise et les challenges que l'on peut proposer. Si je prends l'exemple du groupe La Poste, si on demande que fait le groupe La Poste, on va nous dire vous délivrez du courrier et potentiellement vous avez des flux financiers par rapport à la banque postale. Il faut savoir que le groupe La Poste, et c'est là où je dis qu'il y a un manque de communication et il faudrait axer sur cette partie-là. C'est-à-dire que le groupe, ça représente des centaines de milliers de personnes, plus de 500 entreprises rattachées au groupe La Poste, et donc de la diversité dans le monde de l'IT sur ce niveau-là. Vous avez aussi bien des systèmes industriels que des systèmes bureautiques. On peut parler des systèmes de rayons X dans les aéroports, en tout cas en France métropolitaine. Et donc, des sujets variés sur lesquels on ne communique pas assez et du coup, le manque de potentiel de candidats parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc ça, c'est un premier axe, je pense, d'amélioration au sein des entreprises, c'est essayer de valoriser les métiers que vous pouvez proposer dans le monde de l'IT. Le deuxième, et vous en parliez tout à l'heure tous les deux, c'est favoriser le lien entre les entreprises et les diverses écoles, peu importe le type d'école, mais favoriser les liens pour proposer des vacations au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire faire une immersion, continuer en fait, proposer la formation continue afin de conserver ses compétences. Exactement. Un mot sur la fidélisation, on en parle depuis le début, l'attractivité des métiers et la nécessité de conserver les compétences en interne, limiter l'externalisation des métiers de la DSI. Est-ce qu'il ne faut pas poser sur la table aujourd'hui la question de la culture d'entreprise à façonner des avantages au poste? Je crois que Camille, peut-être que vous en parliez tout à l'heure, de la formation, du développement interne des talents, etc. Est-ce qu'il ne faut pas poser tous ces sujets-là sur la table plutôt que d'être défaitiste et de se dire j'ai mon collaborateur, mon salarié qui s'en va, tant pis, je vais essayer d'en recruter un autre. Voilà. Je ne sais pas si Delphine, peut-être que vous voulez prolonger. Oui, alors le constat que je faisais, c'est effectivement si le salaire c'est pas quelque chose de structurant, c'est pas ce qui va faire en tout cas c'est pas la raison principale qui va faire que le personnel va rester. Il faut pas non plus le négliger parce que quand dans certaines entreprises les grilles salariales, encore une fois sur mon domaine au niveau de la cybersécurité, vous avez des grilles qui sont inférieur à 25% de ce qui se fait sur le marché, c'est compliqué de faire de la fidélisation. Même si on peut offrir d'autres avantages, c'est compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Tu en parlais tout à l'heure, Camille, il y a le sens de la mission, justement, le sens du service qu'on peut proposer à l'ensemble de l'entreprise. La qualité du management est indéniable, c'est un gros point. On a du personnel qui quitte parce que le management n'est pas à la hauteur ou ne prend pas en compte le personnel. Depuis la Covid, beaucoup de demandes de télétravail qui explosent. Alors ça, c'est possible dans le monde de l'IT sous certaines conditions, etc. C'est pas l'objet de là, mais on a ça et l'accès à la formation. Et pour moi, surtout, ce qui est nécessaire, c'est justement ces possibilités d'évolution dans l'entreprise, pas forcément une évolution verticale. On peut proposer des évolutions
sur les différents profils IT pour acquérir d'autres compétences. Tout à l'heure, je le disais, on peut passer facilement, on peut développer ses compétences en passant du monde du SI industriel au monde du SI bureautique, où on n'aura pas à faire exactement les mêmes tâches. Donc des évolutions nécessaires pour cette fidélisation. Thomas, de votre côté, la fidélisation, ça vous inspire quoi ? C'est une grande question. Non, mais moi je suis plus effectivement sur le volet formation recrutement, mais ce que je peux ajouter, c'est que quand on recrute des profils qui viennent aussi d'autres milieux qui ont peut-être été moins courtisés par tout le monde, il y a bien de la reconnaissance. Et on constate qu'effectivement, notamment avec des profils en reconversion, des super aventures, et ils restent dans l'entreprise beaucoup plus longtemps que, entre guillemets, le jeune à qui on a dit pendant toute sa scolarité, tu es une star, tu es dans la meilleure école d'informatique et tu vas trouver tous les boulots que tu veux. Donc voilà, c'est juste pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Après, moi, évidemment, je partage tout ce qui a été dit, c'est un vrai sujet. Je pense que le sens, c'est... Et l'amour. C'est beau. Il faut donner de l'amour aux collaborateurs. Attendez. Camille, vous voulez Ouais, alors moi, je vais mettre une limite, là. En fait, non, il ne faut pas donner d'amour à ses collaborateurs. Non, je pense... Non, mais c'est intéressant, parce que je comprends pourquoi tu dis ça, mais je vais reprendre mon fil. Quand les gens partent, souvent, ils partent à cause d'un manager. Donc, voilà. Ils viennent pour une entreprise, ils viennent pour un job, ils partent à cause d'un manager. Alors, il faut être réaliste. Les managers, bon, on va dire, il y en a qui sont mieux que d'autres, peut-être. Mais surtout, avant tout, je pense qu'aucun manager au monde ne peut être suffisamment inspiré. Enfin, c'est rare, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout miser sur les personnes, il faut miser aussi sur un système. Donc, on a des leaders, leaders plus ou moins inspirants. Bon, ok, on fait avec ce qu'on a. Maintenant, c'est quel type d'organisation on met en place dans l'entreprise pour justement que ce qu'il y a d'inspirant, chacune y a un peu accès. Donc, réfléchir à des modes d'organisation qui ne sont pas trop pyramidaux, je pense que c'est important. Et dans ces modes d'organisation-là, l'autonomie, c'est un truc qui se réfléchit. Faut pas juste se dire, toi, c'est ça ton périmètre, vas-y, débrouille-toi. Et dans ces modes d'organisation, c'est ce que j'observe. Alors, un mode d'organisation vraiment pyramidal, hiérarchique, moi, je pense que ça marche plus aujourd'hui, c'est pas possible. Mais à l'inverse, les modes d'organisation horizontaux où tout le monde s'en lave les mains, ça marche pas non plus. Parce que y a quand même un moment où la société étant scalée, il faut que les décisions financières, elles vont quand même du haut vers le bas. Donc, en tant que salarié, on subit des décisions financières. On ne peut pas rêver. On n'a pas le choix vraiment de comment la société, l'organisation se structure. Donc, il faut que les managers prennent leurs responsabilités tout en étant capables d'autonomiser les personnes qu'ils ont en quelque sorte à leur charge. Alors, là, moi, je pense qu'on est quand même sur une étape de l'évolution des mentalités qui est intéressante. C'est que tout le monde veut être autonome, je sais pas quoi. On reconnaît plus aucune autorité. Mais en fait, quand on reconnaît plus aucune autorité, c'est dangereux aussi. Et je pense qu'il faut arriver à trouver... L'autonomisation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Ça veut dire que l'autorité est intelligente, qu'elle met suffisamment pas d'amour, mais d'une situation, on va dire, avec suffisamment de bienveillance. Empathie. Mais il faut aussi qu'il y ait des limites et une structure. Mais pas au sens à la papa, comme il y a 50 ans, où la structure, c'était un vieux monsieur blanc qui dit quelque chose et tout le monde doit acquiescer. C'est pas ça, l'autorité. Donc, mais moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion qui va avec la réflexion du sens. C'est quoi l'autorité en entreprise ? Ma définition à moi, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que je pense que l'autorité, elle marche et elle tient si elle provoque du désir, si elle inspire. Il faut que ça soit inspirant. L'autorité, c'est pas de punir. Mais c'est pas non plus de s'en laver les mains et de dire « Allez-y, les cocos, vous êtes libres ». Et ça rejoint un peu notamment la question du salaire. Moi, j'ai vu un truc
que Decathlon Belgique, ils font des trucs incroyables. Et donc, notamment, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils laissent... Il y a des discussions sur les salaires et sur les augmentations de salaire. Donc, les critères d'augmentation de salaire sont publics et discutés. Et les personnes disent « je veux mon augmentation ou je ne la veux pas ». Et c'est accepté. Bon, bah ça, c'est une forme d'autonomisation. Je ne dis pas que c'est idéal ou parfait, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait est qu'il y a... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des règles claires qui sont communiquées. Ça c'est pareil, ça c'est une discussion qu'on a tout le temps avec mes associés, est-ce qu'on dit tout, est-ce qu'on dit pas tout? Moi je pense qu'il faut pas tout dire, parce que nous on est 3 associés à avoir tant de parts de l'entreprise, on n'a pas les mêmes enjeux que les salariés, c'est comme ça, il faut assumer aussi le fait qu'il y a des différences, qu'il y a des asymétries, mais juste prendre le minimum d'asymétrie et le reste, essayer d'autonomiser, de faire en sorte que les règles soient claires, enfin je pense que vous êtes certainement beaucoup à utiliser les OKR ou ce genre de système. Ben, c'est super et il faut les enrichir en fait. Tous ces systèmes-là d'autonomisation, il faut les penser, il faut les réfléchir et c'est du boulot quoi. Voilà. Moi j'ai ça à dire. Très bien. Non, c'est bien. Et on retiendra l'amour, bien entendu. Et l'amour, oui, non. Moi, amour avec des limites, voilà. Moi, je mets les limites, le monsieur met l'amour, moi, je mets des limites. Je pense que les deux ensemble, ça marche. On a parlé du recrutement, on a parlé de la fidélisation, parlons de la formation maintenant. Je m'adresse à vous, Thomas, bien sûr, en premier. Est-ce que là aussi, on ne doit pas retravailler un peu le lien, renforcer la chaîne? J'entends ici une meilleure collaboration entre tous les acteurs, c'est-à-dire les organismes de formation, les écoles, les recruteurs, les entreprises. Est-ce qu'on ne doit pas redéfinir ce lien aussi? Le créer, tout simplement? Si, le créer, d'autant plus que vous le savez, même si c'est un... Il y a un écosystème lié à la formation professionnelle en France et des règles qui sont assez complexes. Et vous avez sans doute tous... soit une expertise, soit des spécialistes éventuellement chez vous, mais sinon, nous on fait beaucoup ça. On va voir les entreprises en leur disant, vous cherchez des talents, on peut vous aider à recruter, et puis on en a aujourd'hui, on pourra discuter un peu tout à l'heure, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, parce qu'on essaie de se projeter comme ça avec certaines boîtes sur la durée. Et puis l'autre volet, c'est comment on fait évoluer les compétences des collaborateurs, bien sûr. Donc là, on a des briques de compétences, on a de l'ingénierie pédagogique, et on a des leviers de financement, qui sont des trucs de fou en France, par les OPCO notamment, puis d'autres leviers utilisés. Ça change tous les ans ou tous les 2 ans, donc il faut faire beaucoup de veille pour essayer de voir comment on peut utiliser au mieux ça pour faire évoluer les compétences des collaborateurs et travailler sur des... Et évidemment, nous, notre marque de fabrique, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est des formations pratiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de former au tableau noir, ça ne marche pas, on le sait. C'est parce qu'on fait des choses, parce que cognitivement on engage notre cerveau pour résoudre une tâche, qu'il se passe des trucs et que voilà, on apprend. Et l'idée, c'est de faire ça aussi pour les collaborateurs d'entreprise, c'est-à-dire que réussir à travailler au plus proche de ce qu'ils ont à faire dans leur boulot et d'intégrer finalement la formation on the job, comme on dit. Donc on construit, nous, de plus en plus de parcours spécifiques pour typiquement de l'onboarding de collaborateurs, où on va avoir besoin d'intégrer des briques de connaissances spécifiques au métier, plus des briques digitales, parce qu'on a besoin de ce socle commun de culture. Camille, de votre côté, je crois que vous avez davantage envie de mettre l'accent sur les personnes, plus que sur les compétences, sur cette question. Oui, c'est-à-dire que, en fait, je pense que les compétences, en tout cas les compétences techniques, généralement, ça s'acquiert. Et puis, après, ça dépend des cas, mais c'est quelque chose on peut se former quand même, normalement, à pas mal de compétences techniques. Alors, parfois, il y a des incontournables. On recrute quelqu'un, il faut qu'il y ait des bases dans certaines... dans certaines technologies, par exemple, mais... moi, je suis d'avis généralement d'essayer d'être assez minimaliste sur les contraintes qu'on se met au moment du recrutement, donc de vraiment se poser la question de quel est le cœur c'est quoi la base de la base dont j'ai besoin chez cet individu-là, cette personne-là, à ce poste-là, parce que ça donne plus de potentiel d'évolution derrière. Et je voulais quand même dire aussi un petit quelque chose qui rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est juste sur la rétention et sur comment ça se passe dans les entreprises aujourd'hui, il y a aussi cette
cette idée qu'il faudrait que les personnes soient responsables de leur carrière, un peu en charge de leur carrière et de leur évolution de carrière. Et ça je me rejoins par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que oui, les personnes peuvent être autonomes dans leur gestion de carrière, dans leur évolution, dans leur plan de carrière, s'il y a des outils qui sont en place, encore une fois. Mais je pense, pour rebondir sur ce que tu disais sur la personne, de toute façon, c'est avec une personne qu'on travaille. Donc, avoir un minimum de... encore une fois, nous, c'est pour ça qu'on propose d'objectiver ce qui peut être objectivable dans l'identification du potentiel, parce que c'est avec ce potentiel-là qu'on va travailler. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se rajouter, donc des formations, la personne peut changer de manager, peut changer d'équipe, mais du coup, de partir d'un cœur, et d'ailleurs, tu le disais aussi, de partir déjà d'une envie, ça, c'est c'est quand même essentiel. Voilà. Bon, voilà, j'avais ça à rajouter. On pourrait d'ailleurs essayer d'utiliser ce type d'approche ou d'outils pour notre propre recrutement d'étudiants, puisque l'essentiel étant de détecter cette envie et ces capacités qui vont faire que derrière... Oui, on le fait. Ils vont réussir. Ouais, il y a des écoles aussi et hein. des facs qui utilisent l'outil. Voilà. Ouais. Delphine, sur la question de la formation. Sur la question de la formation, alors, moi, je suis plus réservée sur les écoles spécifiques aux entreprises ou des écoles spécifiques sur des missions bien particulières. Moi, je pense plutôt que la formation théorique à l'école devrait être suffisante. Je rejoins Camille sur ce point-là. Et c'est l'entreprise qui doit accompagner ses salariés dans les formations. Voilà. Voilà. C'est plutôt mon point de vue sur ça. On peut prendre comme exemple, encore une fois, un développeur qui a appris à développer, il n'apprend pas à développer, ne devrait pas apprendre à développer sur un langage bien particulier, mais il apprend les bases de comment on programme. Et ce qui veut dire qu'au fil du temps, au fil des missions que l'entreprise lui propose, en fait, ces compétences, elles sont toujours là, mais c'est bien sur la formation continue, encore sur cet exemple de langage de programmation, où on le fidélise, parce qu'on en revient à la fidélisation, mais on lui propose des formations, on lui propose une évolution au sein de sa carrière, et ce qui permet de conserver. Je peux rajouter quelque chose. Ça me fait penser à une discussion que j'ai souvent avec des DRH ou des recruteurs qui, dans le milieu de l'IT, cherchent tous, sans doute vous aussi, le développeur senior ou responsable cyber senior qui a 5 ans d'expérience et qui est pas très cher. En fait, il n'existe pas, celui-là, sur le marché. Tout le monde le veut. Et donc, moi, je leur dis, très bien, il faut aussi travailler sur des profils rares. Vous allez en chasser, vous allez en avoir 1 ou 2. Et puis, le risque, c'est que dans 1 an ou 2, ils vont se faire chasser, ils vont partir. Donc, il faut le faire, mais en même temps, essayer de travailler plutôt sur la durée, avec l'approche que évidemment, je prêche pour ma paroisse, en disant, aujourd'hui, il faut créer les compétences nouvelles qui vont rester fidèles à votre entreprise. Et donc, c'est vrai que nous, c'est notre propos, donner une base de formation, et puis ensuite, en fait, on partage avec l'alternance la formation avec l'entreprise, ce qui a plein d'avantages en termes de formation, évidemment, sur les projets, la culture, les outils de la boîte, en termes de fidélisation derrière. Une fois qu'il a mis un pied dans l'entreprise, l'alternant est plus à même de rester plutôt que de repartir. Exactement. Et donc voilà, je leur dis, c'est bien de recruter, de vouloir viser le plus 5 ans, mais il faut aussi travailler sur des plus jeunes que vous allez accompagner. Alors c'est sûr qu'il faut investir. On ne prend pas un alternant, vous avez déjà sans doute aussi vu cette expérience, si on prend un alternant et qu'on ne l'encadre pas, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas à la fin. Donc c'est une mission aussi un peu différente pour les collaborateurs d'entreprise. Et je vois aussi souvent des DRH qui disent « Ok, on va prendre des alternants », puis il y a le collaborateur derrière qui dit « Mais il faut que je fasse ça en plus, parce qu'il faut que je l'encadre. » Et ouais, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est aussi une culture, je pense, un peu différente en se disant c'est clé, parce que sinon on n'aura pas les talents demain. Donc il faut qu'on investisse aussi un petit peu, en fonction de la taille de la boîte, sur ce type de démarche, quoi.
Très bien. Quelques mots sur la dimension psychologique, mentale. Camille, je vous vois sourire intérieurement. C'est vrai qu'on l'aborde pas suffisamment, cette question, et pourtant c'est l'esprit qui vient guider quand même nos comportements et qui fait de nous ce que nous sommes. Et partant de là, du coup, qu'est-ce que les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce que les dirigeants, les RH doivent faire, changer dans leur approche mentale pour résoudre ce fameux problème du recrutement? Bon, je sais pas, moi je vais pas, parce que j'ai un avion dans pas très longtemps, il va falloir que je parte, donc préparer, moi j'aimerais beaucoup aussi entendre les questions avant de partir, mais juste un truc sur la partie, on va dire, psychologique ou mentale de l'histoire, je pense qu'il faut, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure en intro, c'est que on ne peut pas faire l'économie de se poser des questions sur là où on en est socialement, environnementalement, etc. C'est-à-dire que les candidats, les candidates, quand ils viennent chez vous, ils ne se coupent pas ni de leur histoire, ni du contexte, ni des angoisses environnementales. Ils ne se coupent pas de ça, forcément, on est dedans, et vous aussi. Donc, pour moi, autant que faire se peut, je pense que c'est important de mettre... Quand je parle de sens, c'est quel est l'impact que vous avez envie de laisser aussi. Tout à l'heure, je disais l'autorité, c'est créer du désir et c'est et inspirer les personnes. Et ça, on a toujours besoin d'inspiration, tout le temps. Et là, les angoisses du moment, qu'elles soient économiques, climatiques, etc., elles sont tout le temps là. Donc, je ne dis pas qu'à vous seul, vous allez résoudre ces problèmes-là, mais ce que je dis, c'est que quand vous recevez un candidat, quand vous réfléchissez à votre marque employeur, quand vous discutez entre collègues, quand vous réfléchissez à la culture d'entreprise que vous avez envie de mettre en place dans votre entreprise, vous n'êtes pas coupé du monde. Et le monde, en ce moment, il fait face à certains challenges qui sont quand même assez uniques. Donc, voilà... C'est quoi votre fil à vous dans cette histoire-là? Et c'est ça qui va vous différencier des autres. C'est pas de se dire tiens, on va faire un travail sur la culture et on va poser 3 mots sur les murs et hop, ça va inspirer les gens. Non, c'est de un peu réfléchir à où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces challenges-là. Vous avez mais moi j'aimerais vraiment bien avoir les questions de... Non mais parce que je pars dans 5 minutes, du coup on a le droit. Alors juste je me permets, comme la session est enregistrée, je vais devoir, comme on n'a pas de micro malheureusement, je vais devoir faire le perroquet, répéter la question. Donc ne me prenez pas pour un fou si je reprends la question. Voilà, monsieur avec la casquette vers nous. D'entreprise à mission peut être attractif pour des gens qui justement ont ce souci-là et ont envie de percevoir leur milieu professionnel aussi comme engagé. Oui. Alors, la question c'était donc ce que vous pensez du conseil d'entreprise pour entreprise à mission. Entreprise à mission, ouais. Donc oui, alors être entreprise à mission, moi je trouve ça ni bien ni mal. Le truc c'est que il y a une différence entre la forme et le fond, et on est quand même dans une culture et une époque où tout est superficiel, tout est de la forme et tout est du blabla. Donc entreprise à mission, pourquoi pas? Moi je suis ni pour ni contre, nous on va le faire, mais ça ne fonctionnera que si ça reflète quelque chose de réel, en fait. Et moi j'ai rencontré des entreprises, par exemple des entreprises dans le tabac, où on pourrait se dire le tabac c'est pas bien, en fait ils mettaient en place des choses extraordinaires pour les employés, donc même si facialement comme ça on aurait pu se dire que c'était peut-être pas une entreprise à impact positif, probablement ils avaient un impact plus positif que d'autres boîtes qui se disent entreprises à mission, ou quand on regarde la réalité de ce qui est mis en place, mais après si ça permet une discussion un peu cadré, tant mieux. S'il y a une envie et que cette envie, il faut la mettre un peu dans un cadre, c'est super, mais il faut que ça parte d'une envie. Enfin, il faut. Je dis il faut. Moi, je trouve ça mieux si ça part d'une envie. Alors, c'est supposé l'être puisqu'on est audité. Alors, c'est supposé l'être parce qu'on est audité, dit le monsieur. Oui, enfin, les audits, ça va, quoi. Mon mari fait ça, il fait de l'audit social et c'est très difficile. Donc l'audit social, c'est-à-dire en gros on se pose la question de comment les salariés sont traités au Bangladesh, en Inde, en Chine, dans les usines, ou quand il y a des scandales.
Quand il y a des accidents, tout le monde est surpris. Ah tiens, on traite mal les employés en Chine, c'est alors quelle surprise. Donc lui, il fait ce travail-là de mettre en relation les marques qui achètent des choses qui sont produites en Asie. Il fait ce travail-là, justement, d'audit, de mise en place des audits. C'est pas des audits qui vont sauver le monde. Hein. Par contre, on voit la différence entre les personnes qui font de l'audit social et qui ont envie que ça change, et ceux qui font de l'audit social parce que c'est leur métier. La forme et le fond. Faut vraiment toujours... Pour moi, il y a vraiment ce sujet où je trouve qu'on se fait vite embarquer, parce que c'est une époque qui est comme ça. On est dans une époque qui est une époque d'image, quoi. Donc des fois, il faut arriver à se décoller un peu de l'image et à se dire, est-ce que finalement, ce que j'ai réellement envie de faire, c'est servi par cette image, ou est-ce que c'est desservi par l'effort que je mets dans l'image ? J'entends bien le détournement qu'on peut en faire, mais malgré tout, cette notion même d'entreprise à mission qui est supposée recueillir des objectifs socio-environnementaux associés avec des objectifs opérationnels, si on essaie d'être fidèle à l'esprit, oui. il faut quand même, il semble reconnaître que oui. ça contribue à cette potentielle attractivité. Oui. Justement, sous ce rapport, si c'est explicité. Évidemment, tout le monde va faire du greenwashing, c'est ça. Mais quand même dans l'esprit, peut-être c'est bien que c'est mieux que ça existe plutôt que pas. Oui. Le monsieur dit, je répète juste, le monsieur dit que comme il y a des critères qui sont évalués objectivement, ça devrait plutôt servir que desservir. Moi, je dis toujours pareil, c'est-à-dire oui ou pas. Ça dépend vraiment de comment c'est mis en place. Là où je pense que c'est utile, c'est quand ça sert de structure à une envie. Et là où je pense que c'est inutile, c'est quand ça sert d'apparat pour faire venir des gens. Ça marche pas. Parce que les salariés sont pas dupes. Hein. Et pour compléter sur ce volet, moi j'ai participé à un certain nombre d'ateliers de la Convention des entreprises pour le climat, qui est finalement une dimension qui porte finalement, qui va vers le mieux, en tout cas la responsabilisation des chefs d'entreprise sur ces impacts. Je trouve que on voit quand même une dynamique réelle qui passe notamment par une prise de conscience et un engagement du dirigeant qui est sans doute plus facile dans des PME de TI que dans des très grands groupes. Je crois que pour l'entreprise à mission, c'est un petit peu pareil, quoi. Il faut que ce soit porté, vécu, engagé, et que derrière, c'est un super levier, normalement pour la société et pour l'entreprise en termes de recrutement, fidélisation, image, marque employeur, etc., quoi. Très bien. Camille Oui, il faut que je filme, mais il y a quand même une dame qui a levé la main. Allez-y, madame, je vous en prie. Par rapport à la plateforme, en fait, je vous disais, là, les 500 étudiants aujourd'hui, ils rêvent de quoi quand ils pensent au métier de leur rêve, en fait? À quoi ils sont sensibles, ces jeunes qui se forment actuellement? Et c'est une très bonne question. Pour l'instant, ils rêvent de trouver Madame demandait à quoi rêvent les étudiants de la plateforme. Pour l'instant, j'en ai 150 qui cherchent une alternance pour septembre prochain. Si vous en avez, cherchez des techs, on en a plein. Donc c'est ça leur rêve. Ils ont honnêtement, je ne sais pas. C'est une super bonne question alors, on y va étape par étape. Hein. Donc d'abord, on construit l'école, on trouve... il faut qu'ils aient du boulot. C'est ça vraiment la priorité. On commence à faire... On devient nous-mêmes entreprise à mission. On fait des fresques. On les fait réfléchir aussi sur leurs ambitions et leurs rêves. Je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est pluriel. Évidemment, ça dépendra des parcours individuels. Mais en tout cas, ce qui est... pour répondre un tout petit peu à côté, mais quand même, ce qui est formidable dans cette aventure, c'est de voir la transformation d'un certain nombre de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient du talent, de la motivation, de la capacité à être formés sur des boulots où on les prend en CDI à 40 000 balles. Pour eux, ils n'étaient pas faits pour ça, ils n'étaient pas destinés à ça. Et donc, ça fait des histoires aussi humaines. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'on est sur un modèle où on essaye de donner sa chance au plus grand nombre, mais ça fait vraiment des super histoires et des entreprises qui voient aussi le bénéfice de cette politique de diversité, d'ouverture du recrutement, quoi.
Je filme et du coup je rebondis juste là-dessus. Nous on a aussi un nombre incalculable d'histoires incroyables, que ce soit Accenture qui recrute des personnes qui n'auraient jamais osé candidater parce que vu leur origine ethnique, sociale, etc., elles n'auraient pas osé. Que ce soit des personnes qui faisaient de la musique qui se reconvertissent en growth hacking par exemple. Nous, on y croit vraiment beaucoup. Et alors, je file prendre mon avion. Mais merci beaucoup. Merci, et Camille. si jamais, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Merci, bon Camille. retour. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. Quel bon public. Merci. Question pour Delphine. Oui. Allez-y, on fait une petite question, puis ensuite on va aborder la dernière thématique. On va parler un peu d'EA. Je sais que ça vous intéresse ou pas, mais vous allez voir, c'est intéressant quand même. Je vous en prie, monsieur, pour Delphine. Un sujet qui a été un peu dit sur le recrutement, c'est Ouais. tout ce qui est télétravail. Oui. J'ai vu une société où le télétravail est interdit. Aujourd'hui, c'est 50% des recrutements en moins. Est-ce que vous avez le cas aussi chez vous et comment vous voyez l'avenir? Est-ce que c'est de pire en pire ou ça va peut-être s'améliorer de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des entreprises qui reviennent sur le télétravail? Donc, est-ce que le télétravail barre le recrutement? C'est votre question. Déjà, en ce moment. Oui, alors, je vois ministère des Armées, effectivement, le télétravail, c'est compliqué. Alors, il existe... Alors, déjà, pour répondre à la première question, est-ce qu'on va revenir dessus? Ça, j'ai envie de dire, seul l'avenir nous le dira. Mais effectivement, on commence à constater un retour en arrière. En tout cas, chez nous, les personnes... j'imagine dans beaucoup d'entreprises, en fait, cette phase Covid où on a tous été barricadés chez nous à ne voir personne. Alors là, Camille aurait pu aborder le sujet, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Le fait de parler à un ordinateur derrière chez soi, manger tout seul, moi je pense qu'on va y revenir. On va revenir à un mode, oui, on vient en présentiel et on fait son travail comme avant. Après, dans le monde de l'IT, nous, on offre cette capacité au sein du groupe de faire du télétravail. Alors, comme beaucoup d'entreprises, j'imagine, on est à 2 jours. Il existe des moyens, et notamment au sein des armées, il existe aussi des moyens sécurisés pour permettre au personnel... à mon époque, ça fait bien longtemps que j'ai quitté les armées, mais à mon époque, la DIRISI, il existe plein de solutions sur le marché qui font que les systèmes classifiés, on peut les administrer depuis l'extérieur. Mais je pense qu'on va revenir petit à petit à un mode de travail plutôt présentiel que distanciel. Très bien. Un petit mot sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Alors l'IA, ça existe depuis des dizaines d'années, évidemment, mais on parle beaucoup des modèles de langage, GPT-4, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à travailler avec ces modèles-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous les percevez? Comment on les perçoit autour de vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? On a 3 heures. Moi, j'ai monté une boîte qui fait de la formation et des conférences sur l'IA. Donc, que dire? Non, c'est des technos qui progressent vite. Il y a plein d'usages. Dans le recrutement, d'ailleurs, aussi, pour essayer de mieux comprendre avec des données qui sont les talents, essayer d'adapter ensuite dans la gestion de carrière, la formation. Ça nécessite, c'est assez complexe, ça marche pas très bien. Moi, j'ai eu plein de boîtes, l'IA et les RH, en gros, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui tournent réellement parce que les données des collaborateurs sont pas évidentes à trouver en qualité, etc. Mais sinon, oui, on voit tous, ChatGPT, le modèle de langage, de plus en plus d'outils avec des assistants intelligents qui vont nous aider à faire plein de choses. Donc, je ne sais pas encore une fois, quelle est la question particulièrement. Pour le recrutement ou la formation, typiquement adapter des contenus en fonction d'eux, c'est un peu ça le modèle des contenus ou des actions. Ça me paraît intéressant, mais c'est vrai que souvent, il y a plein d'autres choses à faire avant
qui vont être plus efficaces, plus simples à faire que monter des systèmes d'IA qui sont sur ce type de domaine quand même assez complexe. C'est encore trop tôt. Ouais. Après, ChatGPT pour produire rapidement des trucs, bah oui, ça marche. J'espère que si vous n'avez pas testé, faites-le, mais c'est quand même assez génial, quoi. Même si on ne sait pas ce qui... Parfois c'est faux, hein, donc il faut regarder avec un œil critique. Mais, Et Delphine, de l'autre côté? Alors sur la thématique recrutement, fidélisation des talents, moi je pense qu'effectivement on est loin de remplacer, très 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 loin même, de remplacer l'être humain. Les IA... alors c'est un grand débat, effectivement, vous avez 3 heures, ça serait... pas suffisant, je pense, mais l'intelligence artificielle, au sens où on l'entend, pour ma part, ça n'existe pas. Alors, il y a 2 écoles, hein. L'IA, ça existe, l'IA, ça n'existe pas. Moi, je pense que l'IA n'existe pas. On est sur de l'apprentissage, on le sait par... notamment au travers de ChatGPT, si vous lui posez une question, tout ce qu'il fait, c'est aller chercher de l'information et vous la retranscrire. Alors, je caricature, mais voilà. Donc pour moi, c'est encore un peu tôt. C'est beaucoup trop tôt pour. Très bien. Pour juste une petite anecdote pour ceux que ça intéresse, parce que c'est quand même un sujet qui est assez fascinant. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 3-4 semaines par un des gars de Microsoft qui bossent sur la recherche avec OpenAI sur ces sujets et qui explique que il y a tellement de données. Je crois que c'est les modèles de langage comme ChatGPT, c'est 15 milliards de paramètres. Et c'est encore en train de se démultiplier. Et alors, voilà, les experts, ils se disent qu'au bout de 10 à 15 milliards de paramètres, on ne sait plus très bien ce qui se passe, mais parfois, ça sort des trucs qui ressemblent à une forme d'intelligence, au sens où on n'est vraiment plus dans une approche purement statistique, etc. Voilà, donc ça, c'est les débats entre experts, effectivement. Il y a certains qui disent qu'on est au début d'un nouveau truc. En tout cas, c'est assez surprenant. Il faut regarder. On a la place pour une très courte question. Une très courte question, si quelqu'un... Monsieur, je vous en prie. Merci. Que l'on va mettre ensemble en groupe pour qu'ils se fédèrent et qu'ils soient vertueux. On fait très peu en entreprise. Et en entreprise, on fait un petit peu, c'est certainement, je crois que c'est la dictature du clown, où est-ce qu'on essaie de faire des serious games et imposer un peu des jeux. Ça veut dire qu'on est fun. Mais par contre, quand on fait des projets, on travaille assez peu sur justement l'idée d'essayer d'identifier un peu les différents paramètres comportementaux des individus pour faire un peu quelque chose de vertueux au sein des projets. Et on corrige assez peu là-dessus. Donc comme on n'en a pas parlé, si vous pouviez un peu approfondir ça, à l'école je sais qu'on fait, je le fais en tout cas, dans les groupes un peu sociaux ça se fait aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être à la poste vous avez eu un petit peu ce genre de débat, comment on utilise un peu les différents caractères des individus pour rendre ça un peu vertueux. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette notion communautaire? Alors, sur la culture de groupe, du coup, en quelques mots. Et moi, je pense que Camille aurait des choses sans doute plus pointues à dire que nous là-dessus, parce que ce que je trouve vachement intéressant dans cette approche, c'est d'essayer d'objectiver un tout petit peu ce qui ne l'est pas en général, c'est-à-dire les soft skills, la motivation, etc. Et donc avoir un peu cette approche en disant, si j'arrive à repérer finalement les compatibilités, les adéquations, les forces et les faiblesses de différentes personnes d'un groupe, je vais arriver à mieux le faire fonctionner. Voilà, ça c'est un peu la théorie. En pratique, honnêtement, je ne suis pas du tout un spécialiste de ce genre d'approche, mais oui, c'est une très bonne remarque. Question. Qu'en penses-tu? Oui, alors, nous, au sein du groupe, le groupe La Poste, on n'est pas... on n'aborde absolument pas ce genre de questionnement. Après, effectivement, comme toute entreprise, on organise
des ateliers, des serious games, voilà, une fois l'an pour dire on est tous ensemble, on collabore. Mais effectivement, je pense que c'est à approfondir sur les formations. Ouais. Voilà. Bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est talent dans le sens, voilà, finalement, comment on fait pour à la fois fidéliser et donner le plus de moyens d'expression, fédérer les talents. Bon, il y a plein de sujets. D'un élément qui était celui de l'autorité. Ouais. Je suis partiellement d'accord sur un sujet, c'est que je ne suis pas certain que l'autorité de quelqu'un est définie par sa couleur, son sexe, son appartenance religieuse ou autre. À mon sens, mais je peux me tromper bien sûr, elle est définie par sa responsabilité. Celui qui porte la responsabilité d'un groupe a l'autorité par définition, puisque c'est lui qui assumera les conséquences en cas de défaite. Et il me semble que la responsabilité d'un manager, qui du coup lui confère son autorité, est de faire en sorte que les différents éléments de son équipe soient en symbiose. Et quand on embauche un gars, on n'embauche pas typiquement les caractères un petit peu couleurs, on n'embauche pas des rouges, ils vont se battre. Ouais, tout à fait. Mais je suis désolé de vous couper, on a vraiment débordé en 15 secondes. Sans doute qu'aujourd'hui, effectivement, on travaille relativement peu finalement là-dessus quand on recrute et qu'on crée des équipes. Donc c'est un point pour le futur, encore des choses à découvrir. Bon, merci beaucoup, merci à toutes et tous, merci pour votre intérêt. Si merci vous voulez Delphine et Thomas, plus d'informations, recruter des talents IT, évidemment à votre disposition, en France ou ailleurs, avec Laetitia. Bonne fin de salon à tous et puis bon retour. Voilà. Merci tout le monde.